À quelques heures des résultats du second tour des élections législatives, nous avons eu droit à un rebond. Un rebond de près de 300 points pour le CAC 40 depuis ses plus bas récents. Soulagé, bien évidemment, rassuré sur les résultats du premier tour qui nous dirigeraient a priori vers aucune majorité à l'Assemblée nationale. Faut-il donc buy the dip selon l'expression américaine? Faut-il acheter le creux? C'est évidemment la question à laquelle on va essayer de répondre ensemble dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine Buy the Dip. Comme d'habitude, je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil, que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok sur Tino-Bourse et bien évidemment le groupe public du podcast de la bourse sur Facebook. Sans oublier bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, vous pouvez vous abonner et surtout activer la clochette afin de recevoir une nouvelle notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin en matière d'accompagnement, vous avez tout sur le site pepitortrade.com. Mes partenaires bien évidemment, Trade Republic avec qui vous pouvez ouvrir un compte et vous voir offrir un cadeau de bienvenue avec le code qui s'affiche en haut à gauche sur votre écran, l'expertise fondamentale avec bien évidemment Ibu, mes partenaires Urutia, gestion privée et enfin Pro Real Time, dont on va d'ailleurs parler en début de vidéo, qui me sert bien évidemment, qui est un logiciel gratuit qui me sert à toutes mes analyses techniques. Alors, bien évidemment, le programme de cette semaine, il va être assez chargé. Toute la question que l'on se pose, c'est faut-il buy the dip? On va bien évidemment parler un peu d'économie, il y aura également la question de la semaine qui est assez intéressante, et puis bien évidemment on basculera sur le CAC 40, le CAC Small, puis l'ensemble des actions, on aura du Stellantis, LVMH, Dassault Systèmes, Total, Bouygues, Eramet, Téléperformance, Crédit Agricole, BNP, Alten, Trigano, Esso, Edenred, SMCP, Carabios, Eurofin Scientifique, Rémi Cointreau, Beneteau, Thermador, Sword, Vallourec, Publicis, Technip, HelloFresh, ça c'est en Allemagne, Nike, Microsoft, Shopify, Visa, Tesla et le titre à suivre. Évidemment, il n'y a pas de grande conviction, mais un titre plutôt, allez, on va dire un titre plutôt à surveiller pour les prochaines semaines si véritablement le marché européen venait à rebondir. Donc, on va passer tout de suite au résumé de la semaine. J'en profite pour donc activer ma webcam. Me voici, me voilà. Donc, résumé de la semaine. Beaucoup de volatilité finalement dans un range qu'on va essayer de décrire sur le plan technique. Bien sûr, c'est un range c'est une construction de figure dans l'attente du second tour des élections législatives. Donc assez content par rapport aux différents scénarios qu'on avait proposés. C'était pas la semaine dernière, c'était celle d'avant de mémoire, ouais c'est ça, et on avait établi, souvenez-vous, un certain nombre de scénarios avec des probabilités et avec les conséquences potentielles. Et dans ces scénarios, le principal qu'on avait évoqué, c'était qu'il n'y ait pas de majorité, je crois qu'on avait estimé des probabilités à 55%. D'ailleurs, tiens, je crois que c'est la slide d'après. Et donc, on avait, voilà, élections législatives. Donc, aujourd'hui, bon, effectivement, a priori, on se dirige vers ça, hein, c'est-à-dire, finalement, pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, voilà, parmi les scénarios, c'était le scénario numéro 4, qui était le scénario le plus probable, avec 50% de probabilité. Et on avait dit, effectivement, pas de majorité. Et surtout, voilà, ce qu'on avait essayé de regarder, c'était les réactions du marché. Et les réactions du marché, on avait établi que la première réaction serait une réaction positive. C'est
typiquement ce qu'on a eu, hein. Pour le coup, lundi matin, gap à la hausse, vendu dans un premier temps. Souvenez-vous aussi, c'est ce qu'on avait un petit peu expliqué, c'était la suite, que la suite serait certainement beaucoup plus compliquée. Alors on a vu quand même que malgré la baisse, on était revenu au moment où on se parle, donc on est vendredi matin, hein, au moment où j'enregistre cette vidéo, comme d'habitude. On est revenu sur les plus hauts récents hein, de quelques jours, donc on est revenu sur l'effet soulagement de lundi. Donc on a une semaine en V, finalement, on le verra techniquement. Toute la question, évidemment, est de savoir si, finalement, après s'être fait peur, finalement, on n'est pas revenu tout ça pour rien, on n'est pas revenu un peu au point de départ, et finalement, est-ce que le marché ne va pas s'en accommoder en attendant, et à ce moment-là, racheter, finalement, les baisses, ce qu'il a fait partiellement, pas totalement, hein, il y a eu des... Pour moi, pour le moment, ce sont des rebonds, on le verra sur les actions. Mais est-ce que finalement, il va y avoir suffisamment de relais la semaine prochaine, si évidemment les résultats du premier tour sont confirmés, c'est-à-dire pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, est-ce qu'on va avoir suffisamment d'essence pour projeter le CAC 40 au-dessus des 7008, 7009 et des 8000. Souvenez-vous, on le reverra aussi techniquement. 7008, voilà, pour moi, pour nous, hein, depuis plusieurs semaines, c'était un peu notre TP2, notre objectif pour jouer du rebond technique. Et pour moi, c'est là la zone un peu complexe où il va falloir un petit peu plus quand même de positif sur les marchés pour pouvoir aller au-delà. Mais bien évidemment, tout est possible. Tout ceci, bien évidemment, je le rappelle, quelques graphiques que je vous ai montrés la semaine dernière, mais qui sont pour moi très très importants. Tout ceci dans un contexte évidemment où le VIX, donc la volatilité du S&P 500, a priori, va démarrer son ascension, puisque évidemment on est en élection, ça ne vous a pas échappé, en élection électorale américaine. On a vu que, bon, pour le moment, là aussi, le marché américain, devant les grandes difficultés du président sortant, de Joe Biden, sur le dernier débat avec Donald Trump, devant quand même aussi, allez, on va dire ça comme ça, la maladresse de Donald Trump, voire parfois les propos quand même irrespectueux de Donald Trump, le marché américain, finalement, au moment où on se parle, à ce stade en tout cas, ne réagit pas beaucoup. Et donc, voit plutôt ça comme finalement du positif et se dit que tout ça, c'est finalement du bruit. Mais est-ce que ça va durer? Moi, je pense que, et j'ai fait un article en ce sens cette semaine, je pense que la volatilité sur les marchés américains, on est sur un plus bas, très certainement pour 5-6 mois. Je pense que voilà, alors, ça va peut-être pas redémarrer, la volatilité va peut-être pas augmenter demain matin, enfin surtout pas un samedi matin d'ailleurs, mais voilà, peut-être pas augmenter la semaine prochaine, mais je pense quand même que, vu les niveaux du VIX actuel, qui est je crois aux alentours des 12, etc., je trouve qu'on est à un niveau quand même extrêmement bas. Alors attention, volatilité ne veut pas dire baisse forcément des marchés américains, mais veut dire surtout nervosité. Nervosité confirmée pour moi par rapport, effectivement, ça aussi je vous l'ai montré la semaine dernière, à voilà, un taux de chômage. D'ailleurs, on va avoir normalement aujourd'hui le taux de chômage qui va sortir, qui est attendu comme à peu près le mois dernier, c'est-à-dire aux alentours des 4%. Donc on va voir là aussi si on a finalement une bonne ou une mauvaise surprise. Est-ce que le taux de chômage va continuer à progresser? Pour le moment, il y a un rebond de ce taux de chômage. Toute la question finalement est de savoir si ce rebond-là va se confirmer en tendance haussière. Et si c'est le cas, attention, on risque effectivement de se faire peur, même sur les marchés américains. Évidemment, là aussi, sur ces statistiques-là, sur le marché de l'emploi, on a celle-ci qui est assez intéressante, c'est la création de nouveaux emplois. Aujourd'hui, eh bien, effectivement, on se rend compte que là où nous avions à peu près 2 emplois disponibles pour un chômeur aux États-Unis, ce chiffre-là a vraiment reculé, puisque aujourd'hui on est à peu près à 1,2 emplois pour un chômeur. Donc on voit que là aussi la création de nouveaux emplois est de plus en plus complexe aux États-Unis, et toute la question est de savoir si cette tendance-là va continuer. Pour le coup, cette tendance baissière va se poursuivre et continuer, ce qui serait pour moi extrêmement, voilà, qui commencerait à apporter des difficultés toujours à l'économie américaine, qui, c'est vrai, jusque-là a été extrêmement résiliente. Extrêmement résiliente,
est porté, je dirais, par évidemment quelques valeurs, ça je parle pour les marchés, quelques grandes capitalisations, on les connaît, les Nvidia, les Microsoft, etc., 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 qui portent évidemment les indices, le S&P 500, le Nasdaq, un petit peu moins vrai sur le Dow Jones et beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vrai, évidemment, puisqu'elles ne sont pas représentées pour le Russell 2000. Le Russell 2000, c'est l'indice des petites capitalisations américaines, et ce qui est extrêmement intéressant d'observer, je ferai un article d'ailleurs dans la semaine un peu plus développé que ce que je vous dis là, sur les petites capitalisations américaines qui, alors, n'ont pas une performance de moins 15, hein, puisque le Russell 2000 doit avoir une performance depuis le début de l'année entre 0 et 5%, je crois. Voilà, on va dire proche de 0. Mais par contre, ce qui est absolument historique sur ce premier semestre de l'année, quand je dis historique, c'est en tout cas depuis 45 ans, on va dire, eh bien, effectivement, c'est la sous-performance de ces small caps américaines par rapport finalement à l'indice un peu que tout le monde regarde, c'est-à-dire le S&P 500. Et cette sous-performance-là, elle est proche de 15%. Et ça, c'est absolument énorme. Quand on sait que quand même la réalité de l'économie d'un pays se mesure surtout pour moi à la santé des petites et moyennes capitalisations, c'est vrai en France, c'est vrai en Europe, c'est vrai également aux États-Unis, toute la question est de savoir si finalement ces small caps vont finir par faire un petit peu un effet de rattrapage dans les prochains mois, dans les prochaines années, par rapport à cet indice de référence, par rapport aux grandes capitalisations. Est-ce que finalement, elles vont arriver à sortir la tête de l'eau? Ou est-ce que finalement, elles ne sont pas en avance sur une économie américaine qui va se dégrader probablement d'ici la fin de l'année, probablement l'année prochaine, avec finalement un pivot potentiel, ça c'est un peu le scénario catastrophe, un pivot potentiel de Jérôme Powell, voilà, là aussi plus ou moins en catastrophe parce que l'économie américaine est finalement plus résiliente et qu'il faut absolument donner de l'air. Voilà, toute la question et tout l'enjeu pour moi finalement économique est là, finalement, résumé sous nos yeux, et c'est pour moi véritablement ce qu'il faut regarder. Donc en résumé, hein, je me répète un petit peu, mais il y a des nouveaux, que je remercie d'ailleurs et que j'accueille bien volontiers. Euh, pour moi, les statistiques qu'il faut regarder dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est évidemment bon, l'inflation, mais pour moi, l'inflation, voilà, pour moi, elle est vaincue. Il reste un peu d'inflation sur les services, c'est vrai, mais globalement, elle est vaincue, sauf événement majeur, hein, géopolitique et ça, mais a priori, elle est vaincue. On reviendra peut-être pas, c'est vrai, sur des niveaux d'avant Covid, mais quand même, voilà, on est à 2,6 ou 2,7 au niveau des États-Unis, donc c'est quand même très très bien. En Europe, on est encore plus bas. Mais par contre, évidemment, je pense que le marché va rapidement basculer sur, évidemment, le chômage et les PMI, voir véritablement la santé de l'économie et véritablement voir un peu l'impact finalement réel qu'il y a eu sur ce maintien de taux extrêmement élevés pendant des semaines, voire des années pour bien évidemment l'Europe et bien évidemment les États-Unis. Voilà pour la partie économique. Bien évidemment, avant de passer à la question de la semaine, j'en profite pour vous remercier comme d'habitude chaleureusement parce que eh bien, ces vidéos, vous le savez, je les fabrique entre guillemets tout seul de manière très artisanale, que ce soit de la miniature, souvent j'en plaisante parce que je dis je remercierai mon infographiste, mais en fait je fais tout moi-même. Donc voilà, devant effectivement tous vos messages très gentils, très bienveillants, et vos encouragements surtout, bien évidemment que ça motive et je vous remercie toujours, parce que c'est très important de le faire, je vous remercie toujours pour l'énergie que vous me transmettez. Donc j'en viens évidemment, et là aussi je vous remercie parce que cette semaine, je vois que c'est en train de prendre, donc ça me fait plaisir. Il y a eu pas mal de questions qui m'ont été adressées, donc n'hésitez pas, hein, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, par message privé, par mail, ce que vous voulez, vous m'envoyez vos questions pour les semaines. Alors j'en ai eu pas mal, donc du coup il y en aura une certainement sur les dividendes la semaine prochaine. Mais on a eu Mathieu qui nous pose cette question-là.
Mathieu que je salue, je crois que c'est sur Twitter, il me semble. Est-il plus pertinent d'utiliser des graphiques standards standard, je pense qu'il voulait me dire linéaire, c'est le classique, standard d'ailleurs, ou des graphiques logarithmiques pour de l'analyse technique. J'ai une préférence pour les graphiques logarithmiques pour ne pas avoir les prix écrasés sur la gauche sur les unités de temps longues. Qu'en penses-tu? Alors, c'est une excellente question. Je vais répondre bien évidemment. Vous savez, moi, je tranche toujours. J'aime bien dire en tout cas ce que je fais moi après. Mais je vais être nuancé parce que pour le coup, j'ai pas réellement de certitude. Ce que je vais vous expliquer, ce qui marche pour moi, peut-être ne marche pas forcément ou marche moins bien pour d'autres. Donc voilà. Ce que je vais d'abord commencer à faire, c'est bien évidemment un petit peu faire un point un petit peu pédagogique, si vous voulez, sur ce que sont les échelles linéaires standards et les échelles et l'échelle logarithmique. Bon, déjà, à noter que sur la majorité, j'y reviendrai, la majorité des graphiques que vous voyez, c'est du linéaire. Sur la majorité des sites de bourse que vous allez utiliser, par définition, par défaut plutôt, ce sont des échelles linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, échelle linéaire, si vous voulez, c'est cet exemple ici. C'est ce que vous voyez au travers de la majorité de mes vidéos. Moi, c'est ce que j'utilise. C'est lorsque vous mesurez, si vous voulez, par exemple, vous voyez ici, entre 2000 et 2500, vous avez, c'est en dollars d'ailleurs, vous avez 500 $ d'écart. Et si vous mesurez entre 3000 et 3005, vous avez également 500 $ d'écart. Et si vous faites, donc, si vous mesurez avec une règle la différence entre 2000 et 2500 et la différence entre 3000 et 3500, vous tombez exactement à la même distance. D'accord? Vous tombez exactement sur la même distance. Admettons qu'entre 2000 et 2500, vous ayez 3 cm si vous mesurez, eh bien vous allez avoir également 3 cm entre 3000 et 3500. Par contre, si vous mesurez l'écart de performance en pourcentage entre 2000 et 2500 et entre 3000 et 3500, vous allez avoir un écart. En effet, sur cet exemple précis sur Booking, entre 2000 et 2500, vous avez une performance de 25%, et entre 3000 et 3500, vous avez, tiens, je vais voilà, je l'avais zoomé pour que ce soit plus clair pour vous. Vous voyez, l'écart entre 2000 et 2500, vous avez 25% de performance, et l'écart entre 3000 et 3500, vous avez 16% de performance. Ce qui veut dire que malgré qu'on soit sur une même distance entre 2000 et 2005, entre 3000 et 3005, bien évidemment, la performance, elle, est différente. Ça, c'est pour l'échelle standard que je pense voulait dire Mathieu. C'est ce que vous allez rencontrer dans la majorité, dans la majeure partie des graphiques, dans la majorité des graphiques. Et en réalité, c'est ce que j'utilise moi, évidemment, sur mes graphiques perso. Maintenant, passons à l'échelle logarithmique. C'est la seconde qui est utilisée. C'est assez rare quand même. Il y en a qui l'utilisent, notamment pour du long terme, pour avoir une meilleure vision de la performance. C'est le même graphique sur Booking. Mais là, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que, eh bien, effectivement, vous avez ici, donc je vais zoomer. Voilà. Vous avez effectivement entre 100 et 1000 et entre 1000 et 2000, vous avez toujours la même distance, évidemment, lorsque vous avez mesuré, mais surtout, vous avez également la même performance. Voilà la différence, c'est-à-dire que si vous prenez la mesure entre 100 et 200 et la mesure donc, du simple au double ou du simple au double, pardon, de 1000 à 2000, vous avez à la fois la même distance si vous le mesurez avec une règle, et en même temps, la même performance mesurée par l'échelle. Donc voilà un petit peu la différence qui donne des graphiques voilà, un petit peu différents, on le voit hein, sur la colonne, un petit peu différent évidemment, et c'est pas tout à fait les mêmes graphes. Alors, pour répondre à Mathieu, quel est le meilleur des deux? Honnêtement, quand j'ai pas, si vous voulez, d'éléments purement factuels, je préfère pas vous dire de bêtises parce que honnêtement, moi à ce stade, alors déjà c'est pas forcément une question que j'ai véritablement creusée, je l'avais creusé un petit peu, mais j'avais pas eu de réponse claire, donc j'ai laissé tomber. Contrairement au débat sur les dividendes réinvestis que je ferai un de ces quatre, où j'ai des éléments vraiment que j'ai constatés qui sont intéressants, mais pour les échelles, très sincèrement, je n'en ai pas. À titre personnel, pour deux raisons, j'utilise l'échelle linéaire. La première, je voulais évoquer, c'est que la majorité des graphiques que vous allez rencontrer sur les sites classiques, type Zone Bourse, ABC Bourse, etc., etc., vous allez avoir effectivement des échelles linéaires, donc je préfère voir ce que tout le monde voit. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que, eh bien,
voilà, lorsque je trace, je trouve que l'échelle linéaire quand même réagit beaucoup mieux à l'analyse technique, beaucoup mieux aux obliques, etc., etc. Alors, je veux vous montrer juste comment on passe de l'un à l'autre, parce que ça, c'est une question qu'on m'a posée. Alors, sur ProRealTime, je vais basculer, voilà, je vais basculer sur le CAC. Comment on fait pour passer de l'un à l'autre? Avant de passer à l'analyse, vous vous mettez, vous voyez, vous mettez votre souris sur la partie droite, vous faites un clic droit et vous faites configurer cette zone. Lorsque vous faites configurer cette zone, vous allez avoir ici les échelles logarithmiques. Vous avez même d'autres échelles là que je n'utilise pas, mais vous allez avoir linéaire et logarithmique qui sont ici. Voilà, de manière extrêmement simple. Alors, je ne sais pas si ça aura répondu à la question de Mathieu. Mathieu, j'espère me dire en commentaire si ça a répondu à sa question. Mais voilà un petit peu, moi, ce que je pense, bien évidemment, des échelles. Voilà pour toute la partie d'introduction et on va passer maintenant, comme d'habitude je fais très long. Il y a quelqu'un qui m'a dit il faudrait que tu fasses moins d'une heure parce que l'algorithme de YouTube va te recommander beaucoup plus, tu auras plus de vues. Bon, moi je fais pas mes vidéos, c'est gentil hein, de me le dire, mais moi je fais pas mes vidéos pour avoir un nombre de vues qui monte. Évidemment, ça fait plaisir qu'on a plus de vues, mais je fais surtout ces vidéos pour essayer d'aider celles et ceux qui les regardent, qui me font le privilège et l'honneur de les regarder. Alors, l'analyse du CAC 40. Pour moi, voilà, on en est là, finalement. Bon, lorsqu'on le regarde en mensuel, il ne s'est pas passé grand-chose. On a éventuellement un marteau mensuel qui est en formation. On en voit que pour le moment, effectivement, c'est cette zone-là qui tient un petit peu le choc. En journalier, nous avons eu beaucoup de volatilité. Certains y verront un W avec le double appui, mais voilà, certainement que le marché va, comme par hasard, s'arrêter sur le niveau de résistance, s'arrêter sur les zones clés qui sont voilà, les zones la zone des 7750, on va dire grosso modo. Souvenez-vous, c'était toute cette zone où je vous avais dit, c'est là où pour moi, voilà, véritablement, les acheteurs vont se représenter, les vendeurs, pardon, vont se présenter. Voilà, on voit pour le moment, il y a un doji, donc c'est extrêmement compliqué et clairement, évidemment, on verra la semaine prochaine quelles seront les réactions du marché. Il y a deux possibilités. Pour moi, finalement, il y a un peu de possibilités. Ou la semaine prochaine, effectivement, on a un gap à la hausse. Suite aux résultats, le marché apprécie, etc. On a un gap à la hausse et vous voyez que finalement le CAC ouvre au-dessus des 7008 et arrive pendant 2-3 jours à conserver cette zone ici. Et à ce moment-là, je considérerais ça comme de la force pour aller retrouver à minima les 7009 et ensuite, si on passe, aller retrouver les 8002. A contrario, si ce gap haussier potentiel ou pas de gap haussier du tout, eh bien, se retrouve très rapidement réintégré sous les 7008, alors là, il faudra être extrêmement vigilant parce que pour moi, on pourrait avoir un retour sur les 7005. Si on a un retour sur les 7005, ce sera le 1, 2, 3e, 4e retour. Je pense que cette fois-ci, les acheteurs ne se représenteront pas, ou en tout cas ne seront pas assez forts pour pouvoir relancer. Et je pense, à contrario, que là, on ira chercher donc la zone des 7002, 7150, etc., qui sera, je pense, une très très belle zone pour pouvoir acheter le marché. On commencera très certainement voilà, à tracer des biseaux, voilà, on verra effectivement tout ça. C'est encore trop tôt. On verra. Mais en tout cas, lundi, ça va être extrêmement intéressant. Alors moi, lundi, ma femme a toujours le don pour réserver des vacances au moment où il ne faut pas. Donc je suis malheureusement, c'est une bonne nouvelle quand même, mais je suis en vacances samedi, dimanche, lundi, mardi. Donc malheureusement, je regarderai quand même, mais il n'y aura pas il y aura pas de trading pour moi. Bref, en tout cas, toujours pour dire que il faut rester pour moi dans l'observation. Est-ce qu'il faut buy the dip? Alors, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre, hein, bien évidemment. Juste, je vais passer, avant de passer aux actions, je vais passer bien évidemment au CAC Small. Alors le CAC Small, lui, on avait parlé la semaine dernière du pullback, le fameux pullback sur, non je vais le mettre en hebdo, le pullback sur l'oblique. Regardez le pullback sur l'oblique, clac, qui était ici. D'ailleurs l'oblique elle n'est pas très très bien tracée, voilà, on va le tracer proprement. Voilà, pullback sur l'oblique ici, et derrière, réaction. Maintenant là aussi pour moi à ce stade, c'est, voilà, c'est pour moi du rebond technique, aussi violent soit-il. Et ce rebond technique-là, on va avoir une belle zone de résistance, pareil comme le CAC qui va se situer aux alentours des 12 000, 11 008, 11 009, 12 000. D'accord.
Maintenant, j'ai pas eu, pour moi, hein, j'ai du rebond violent, mais j'ai pas eu à ce stade, bien évidemment, j'ai pas eu encore, donc on avait parlé hein, de cette zone de support, etc., qui a fortement fait support du coup. Mais voilà, pour moi, ce que j'attends maintenant, là aussi, c'est de la construction. Voilà. On a eu le rebond, il va falloir, pour moi, de la construction pour pouvoir, évidemment, relancer un mouvement un petit peu plus profond, un petit peu plus conséquent et avoir, évidemment, du relais sur le CAC Small. Donc voilà un petit peu pour les indices principaux. On va passer désormais, je prends le tableau donc des actions. On va passer à cette... évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il faut buy the dip? Alors là aussi, je vais faire attention à ce que je dis parce que c'est assez, c'est pas forcément évident de comprendre. Je pense que selon votre profil, vous pouvez avoir plusieurs profils, hein, évidemment. Je pense qu'en intraday, cette semaine, vu la volatilité, bien évidemment, il y avait beaucoup de choses à faire, notamment sur les excès baissiers. Je pense qu'en long terme, il y a certaines actions qu'on va voir ensemble où il y a effectivement des choses à faire pour des premières prises de position. On va commencer d'ailleurs par Stellantis. Par contre, en swing, voilà, je pense qu'il vaut mieux attendre la semaine prochaine, voire même laisser passer 24-48 heures, parce que peut-être que la réaction de lundi ne sera pas la même pour les jours suivants. Donc voilà un petit peu moi mon analyse. Et donc l'analyse hein, que je vais regarder, donc c'est sur le long terme. Et sur le long terme, on a Stellantis. Voilà. Et donc Stellantis, après une baisse quand même de plus de 30%, hein, c'est pareil. On a effectivement pour moi des zones qui sont, du moins qui commencent véritablement. Alors je vais nettoyer mon graphique, comme ça au moins. Hop, de temps en temps c'est bien nettoyé. Alors il faut pas, c'est pas parce qu'on ajuste des graphes, hein, on ajuste des graphes, hein, évidemment on fait des scénarios, et puis après bon, on ajuste, hein, c'est comme ça fait partie bien évidemment de l'analyse technique, hein, c'est pas pour autant qu'on remet tout en question, etc., etc. Mais il faut bien comprendre que des graphiques d'analyse technique, ça s'ajuste parce que les marchés bougent et que parfois les marchés nous donnent raison et parfois les marchés nous donnent tort. Pour Stellantis, moi je reste toujours sur ma première zone. Voilà, aux alentours des 18, on a fait 17,90, aux alentours des 18. Pour moi, un investisseur moyen long terme, pour moi, c'est quand même une première zone qui est intéressante. La deuxième zone, alors on peut la mettre un petit peu plus haute, un petit peu plus basse, voilà, selon, peu importe, c'est pas très très grave si on est long terme de toute façon, mais la zone des 12 aux 13 euros pour moi serait une belle zone. Et enfin, éventuellement, voilà, je pense qu'il faudrait quand même un certain nombre d'éléments très négatifs, mais après tout, pourquoi pas. La dernière zone serait aux alentours des 5 euros, 6 euros. À noter quand même que, bien évidemment, hein, pour celles et ceux qui sont fans du dividende, même sur ce niveau de prix-là, hein, je crois que c'est un dividende qui distribue aux alentours de 8 ou 9%. Donc évidemment que pour moi, ce serait intéressant. Donc pourquoi pas, allez, on va dire 30% de position, on va dire ici, on va dire 40-50% de position en cas de baisse supplémentaire, et le complément, le reliquat, en renforcer si vraiment il se passe quelque chose de grave. Donc pour moi, Stellantis, c'est positif là aussi pour éventuellement le long terme. Pour le court terme, donc pour le trader, pour moi, hein, à ce stade, il n'y a pas grand-chose à faire. Quoique, là on voit qu'il y a une petite congestion qui est en train de se mettre en place. On voit que effectivement on a des mèches basses, etc., etc. Donc pourquoi pas tenter un achat au-dessus des 18,44 €. Mais là aussi, je privilégierais plutôt l'attente, l'observation pour le trader. Pour évidemment garder des cartouches. De toute façon, il y a le temps. Hein. Je veux dire, même si lundi, on a un gap à la hausse, etc., on l'a vu lundi dernier, le marché derrière, il a reculé, d'accord? Donc, ne soyez pas pressés là-dessus. Vous aurez le temps, de toute façon, de rentrer. Même si vous avez effectivement un effet soulagement, vous avez un gap à la hausse, derrière, vous aurez très certainement une consolidation, une congestion pour pouvoir jouer le second mouvement, d'accord? Donc, si lundi matin, il y a un gros gap à la hausse, ne vous pressez pas, prenez votre temps et attendez le setup. Attendez toujours le signal, c'est bien, mais la tendance, c'est bien aussi, mais il vous faut toujours la porte d'entrée pour pouvoir rentrer. La réduction de volatilité, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'en a parlé. Qu'est-ce que c'est la réduction de la volatilité? C'est quand vous avez des prix qui s'écrasent. Vous le voyez ici, typiquement, voilà, sur Stellantis, vous voyez, par rapport à ici, et là, vous avez une grande volatilité. Regardez la force,
l'écart entre le plus haut et le plus bas du jour, l'écart de volatilité. Et là, à contrario, vous avez trois bougies qui sont quatre bougies quasiment, qui sont l'une à l'intérieur de l'autre, ce qui dénote d'une réduction de volatilité. Et souvent, pas toujours, mais souvent, ce que je vous explique également à travers de ces vidéos, souvent vous avez, c'est le cas là aussi pour Stellantis, vous avez également une baisse des volumes. Et souvent, ça, ce sont effectivement des conséquences, si vous voulez, à la fois de consensus de prix, c'est-à-dire que finalement, bah, il y a tout le monde qui est d'accord pour un prix très proche, les acheteurs et les vendeurs, et à la fois qu'il y a peu d'acheteurs et peu de vendeurs. Et ce que ça veut dire souvent, c'est que lorsque vous avez l'une ou l'autre partie qui prend la main, si vous voulez, dans le carré d'ordre, que ce soit les acheteurs ou les vendeurs, il n'y a pas la contrepartie en face pour pouvoir répondre. Et donc souvent, derrière, lors des cassures, on a un peu de volume qui arrive, et c'est là où on a des décalages assez importants et on a des mouvements, ce que j'appelle des mouvements directionnels, des mouvements d'amplitude qui sont assez importants et souvent très intéressants à exploiter parce que vous avez des invalidations, des stop loss si vous voulez, qui se font, qui sont assez courts, assez proches finalement du point d'entrée. Vous voyez là par exemple, si on tentait cette stratégie-là, on aurait un stop loss de 3,40 sur Stellantis pour viser un retour sur les 20,28, un retour sur les 21,40, pourquoi pas même pour les longs termes, aller chercher des zones de gap et voir peut-être même des nouveaux plus hauts. Donc vous voyez, en termes de ratio gain sur risque, on est véritablement sur des choses qui sont, alors là c'est du trading, mais des choses qui sont véritablement intéressantes. On peut appliquer cette méthodologie-là également sur des unités longues, mais également sur des unités courtes. Notamment, j'ai cité un exemple sur, c'était Alphen, en unité de temps 1 heure cette semaine, il y avait des choses également à faire. Voilà un petit peu donc cette méthodologie, tout ça pour vous dire qu'elle est applicable et surtout réplicable sur tout un tas d'unités de temps. Donc on avance avec LVMH. Ben, LVMH, elle n'est pas si dégueulasse que ça. Hein. Elle n'est pas si dégueulasse que ça. On lui tape un peu dessus. Mais pour moi, on est toujours dans la construction. Alors LVMH, là aussi, il y a une question que tout le monde se pose. C'est finalement, si la France souffre, est-ce que LVMH, elle, qui est une valeur quand même, qui est exposée bien évidemment au monde entier, est-ce qu'elle ne serait pas un petit peu plus résiliente? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que malgré tout, avec cette baisse depuis les plus hauts quand même de plus de 20%, ça revient sur des niveaux intéressants. Pour de l'investissement, j'attendrai encore un peu. Pour de l'investissement, je pense qu'il faut saisir une opportunité. Si on venait à revenir sous les 550, voire sous les 450, voilà, les deux zones pour du long terme. Mais par contre, pour le trader, je trouve que la figure, elle est pas mal. Et je trouve que, voilà, si on a dans cette zone-là, si on a un dernier plus bas et qu'on arrive à bien congestionner, qu'on arrive par exemple à avoir ce genre de scénario-là, avec une cassure, une belle congestion par là, on pourra jouer en effet un nouveau mouvement qui sera intéressant à exploiter. Qu'est-ce qu'on visera? On visera des niveaux de retracement, hein, si vous pouvez tracer des retracements de Fibo, voilà, pour viser par exemple un retour sur les 38,2% de retracement, sur les 50, etc. Souvent, vous essayez de faire le parallèle avec des niveaux techniques intéressants. Comme ici, par exemple, vous voyez, le 38,2 correspondrait aux 765 € qui sont les plus hauts du 6 juin. Voilà, vous essayez toujours de faire un conglomérat, si vous voulez, d'objectifs techniques pour pouvoir déterminer les vôtres avec des stops, bien évidemment, très courts sous les congestions. Ok. Dassault Systèmes, donc LVMH pour moi, investissement pas encore, trading pourquoi pas. C'est là où il faut toujours faire le parallèle parce que les stratégies sont différentes. Sur de l'investissement, vous allez déterminer 1, 2, 3 zones pour pouvoir renforcer. Donc il ne faut pas s'étonner si à un moment donné, malgré la zone de renfort, on est plus bas. C'est pour ça qu'on prévoit également des zones de renfort. Et à contrario, voilà, niveau trading, si vous voulez, on est plus sur des stratégies court-termistes, quelques jours, quelques semaines parfois, avec des stops très courts, avec des prises de risque extrêmement peu élevées. Ok, en termes de pertes potentielles. Dassault Systèmes, donc DSY, elle, alors voilà, elle pour moi, hein, on est par contre, on revient, voilà, on n'est plus très loin de la. Il y avait deux zones, hein, je vous avais proposé deux zones. Alors voilà, pareil, hein, on en parlait qu'elle était à 48. Je vous disais, c'est pas des moments intéressants pour investir, et c'est
très marrant parce que à ce moment-là, tout le monde disait, mais non, jamais elle pourra revenir sous les 33, elle peut pas baisser de 30%. Moi, si elle redescend sous les 35, je ferai all-in. Et puis maintenant qu'elle est redescendue proche de la zone qui nous intéresse, plus personne n'en veut. Et c'est toujours la même chose. Ça, c'est diabolique. Je veux dire, la psychologie des foules en bourse, c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement intéressant. Mais c'est pas un reproche, hein, je vous rassure, on est tous pareils. Moi, le premier, là-dessus, la psychologie, c'est vraiment la psychologie de l'être humain, c'est très particulier. Et moi, j'en parle d'autant plus librement que j'ai pas la psychologie, j'ai pas une bonne psychologie sur les marchés financiers. C'est pour ça que j'ai besoin de l'analyse technique pour cadrer mes achats. J'ai besoin de mettre des alertes, j'ai besoin d'avoir des screeners, j'ai besoin pour vraiment créer une espèce d'entonnoir pour voilà, des œillères quelque part parce que j'ai pas, voilà, je fais pas partie des gens malheureusement qui ont des facilités psychologiques sur les marchés. Ça n'empêche pas voilà, d'avoir des performances honnêtes hein, et ça n'empêche pas de se débrouiller, mais voilà, il y en a certains qui ont cette psychologie-là et tant mieux pour eux. Après, ça s'améliore aussi, hein, je progresse, je vous rassure, comme tout le monde, mais je pense que j'aurai jamais le niveau psychologique de d'autres. Bref, je passe. Tout ça pour dire qu'au niveau de Dassault Systèmes, notez sur le petit calepin, que le premier niveau de support est aux alentours, voilà, pour moi, des 32-33. Ça peut être vraiment une belle opportunité. Et la deuxième, qui correspondrait d'ailleurs à la moyenne mobile à peu près 200 mois, qui se situerait, voilà, on va dire, aux alentours des 20, 20, 21, 22. Ce qui vous ferait finalement un prix moyen aux alentours des 27. 27 sur du Dassault Systèmes dont le plus haut historique est à 56. C'est pas mal. C'est pas mal, ça ferait une performance même si vous mettez 10 ans à atteindre les 57, ça fait 10% par an en moyenne, donc ce serait quand même plutôt pas mal, puisqu'il faudrait pour passer de 24, 26 à, on va dire, 57, on ne doit pas être loin des 100%, 90-100%. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur Dassault Systèmes. Trading, alors trading, elle n'est pas facile à trader, mais pourquoi pas. Donc pour le moment, bah, ça construit tranquillement, mais je ne vois pas forcément de setup. Donc on verra si éventuellement, effectivement, on arrive à avoir voilà, setup par là, une petite congestion, un double appui, voilà, un signal de retournement. Pourquoi pas ceux qui utilisent des divergences, hein, une divergence haussière, etc., etc. Un signal, quelque chose qui nous fait dire que ouais, il y a peut-être quelque chose à tenter. Total Energy, bah, je suis assez content parce que ça fait un moment que je vous en parle de Total Energy. On l'a suivi, vous avez dit bas de canal. Voilà, regardez, on l'a su depuis un petit moment. On était d'ailleurs là-haut, hein, voilà, avril, où on parlait des performances. Et vous avez dit, voilà, bas de canal, plutôt à privilégier. Alors, j'espérais qu'il y ait une congestion par là. Elle a eu lieu là, mais qu'importe. La congestion était bien là, à proximité du bas de canal. Donc, effectivement, lorsqu'on a ce genre de phénomène-là sur les bas de canaux, voilà, je vais vous le dézoomer pour que voilà, vous voyez un petit peu le canal. Vous voyez, zone d'opportunité ici, zone d'opportunité ici, zone d'opportunité ici. D'accord? Donc, on n'a pas atteint le prix parfait, hein, entre guillemets, mais je pense que voilà, 60-61, c'était un petit peu la zone qu'on avait, c'était même complètement la zone hein, qu'on avait évoquée, qui était en par là. Donc voilà pour de l'investissement. Est-ce que là on bloque pour le moment sur l'oblique? Est-ce que ça va passer? Je ne sais pas. Le pétrole quand même hein, est en train de performer, de relancer un petit peu. Si on a un nouveau plus bas, si Total Energy nous offre la possibilité de revenir jouer effectivement dans la zone des 60, un nouveau plus bas, investisseurs comme traders, il y aura éventuellement quelque chose à tenter. D'accord? Ici, là, 66, pour moi, c'est plus... voilà. Autant les 60-61, ça valait le coup, autant les 66, ça ne les vaut plus. Vous avez déjà un rebond de 8%. Pour moi, il y a là au moins la moitié de la performance. Alors on vise hein, le plus haut ici, puis éventuellement l'autre canal, mais vous avez déjà rogné une bonne partie, au moins un tiers de votre performance potentielle. Donc pour moi, Total Energy, sur ces niveaux de prix-là, je ne dis pas qu'elle ne va pas monter, je dis que sur ce niveau de prix-là, pour moi, ce n'est pas tout à fait une opportunité. Bouygues, Bouygues. Alors moi je l'aime beaucoup, c'est une action que j'aime beaucoup, c'est vrai, vous en avez parlé, elle a sous-performé. Je vous en avais parlé par rapport au graphique mensuel. Graphique mensuel qui était quand même très intéressant, je trouvais, puisque nous arrivions en effet à une congestion. Il y a eu la cassure de la congestion qui était magnifique,
évidemment, eh bien, l'analyse technique, c'est bien beau, mais je suis le premier à le dire, du moment où vous avez un événement politique, géopolitique qui arrive, vous avez beau casser les résistances, etc., tout part à la cave. Et c'est très exactement ce qui s'est passé. Maintenant, tout n'est pas perdu. Pour Bouygues, je pense que investisseur, une première prise de position ici peut être intéressante, voilà, à renforcer. Voilà. Je vais faire un truc un peu plus précis, que ce soit un peu plus clair. Voilà. La zone où nous sommes, pour moi, hein, voilà, les 31, 31,5, c'est pas mal. Avec un renfort potentiel, je dirais, aux alentours des 26, 27. Je trouve que, véritablement, il y a aussi un dividende hein, qui est pas inintéressant sur Bouygues. Pour viser quoi? Pour viser un retour dans un premier temps sur les 38, un deuxième temps, un retour sur les 44, et après on visera éventuellement le long terme. Donc pour moi, Bouygues c'est intéressant. Trader, il n'y a pas eu de setup, moi je l'ai surveillé, mais il n'y a pas eu véritablement de setup. Voilà, vous voyez, enfin de setup comme ceux que je vous explique, propose au travers de ces vidéos, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu véritablement une congestion, etc., etc. Après, il faut rentrer dans les unités de temps plus petites, mais comme elle est un peu molle, Bouygues, c'est pas forcément intéressant. Donc voilà, beaucoup de volatilité sur Bouygues. On le voit là pour le coup, pas de réduction de volatilité comme on avait pu avoir là ou là par exemple. Là, on a vraiment une baisse très marquée, très sèche, un petit rebond, une nouvelle baisse, un nouveau rebond. Donc, est-ce que finalement sur Bouygues, on ne serait pas là aussi, et c'est ce qu'on va espérer, sur une construction de figures intermédiaires pour essayer de jouer quelque chose d'un peu plus moyen terme. Donc pour le moment, à titre personnel, sur le swing, sur le trading, je reste à l'écart de Bouygues, contrairement peut-être à l'investisseur qui lui aura peut-être une première prise de position à prendre. Eramé. Eramé, ben, elle est revenue là aussi, alors c'était intéressant. Hop, je nettoie un peu mes graphes. Hop, ça c'est toutes les anciennes. Ça fait un moment qu'on l'avait pas vu Eramé. Voilà, donc bon, Eramé, on en avait parlé par là, tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est revenue sur le support oblique, plus revenu testé ici le zone de support du 16 mai. On a breaké la zone de résistance qui était assez claire, assez marquée. Elle est assez propre hein, quand même, hein, véritablement Eramé. Voilà, on va le faire comme ça. On va la tracer comme ça. Donc Eramé pour moi, c'est ce genre de choses-là. On a le petit point haut parce qu'on est tout simplement revenu chercher un gap qui était ici. Voilà, donc on est venu fermer le gap. Je m'attends potentiellement à un repli. Et si repli il y a ou ici ou là, et que derrière on a un nouveau signal, peut-être que effectivement on aura une petite opportunité pour aller viser le plus haut récent, c'est-à-dire les plus hauts ici du 12 juin. Donc il y a quand même, pourquoi pas, un peu de potentiel. Et après, donc c'est d'ailleurs une zone de résistance, hein. On le voit ici, elle est très claire. Et après, si on passe, eh bien, on ira chercher les plus hauts, peut-être pas historiques, oh, pas loin, non, si, pas plus hauts historiques, les plus hauts historiques, ils datent de 2010. Pardon, ils datent, ouais, ils datent de 2008. D'accord, donc il y a du potentiel encore hein, sur Eramé, mais voilà, il nous faudrait éventuellement un repli plus le signal potentiel pour pouvoir trader correctement le titre et avoir une opportunité. J'accélère, je vais être véritablement à la bourre dans cette vidéo. Téléperformance. Ah, alors elle est pas mal, téléperformance. Je vous la mets en hebdo. Alors là, c'est pareil, plus personne n'en voulait, puis ça y est, elle se reprend. Donc on avait ce canal qu'on avait dessiné, et là, regardez, on est en train véritablement de donner un petit signal positif. Donc il y a le temps sur Téléperformance, il y a le temps. Si on revenait simplement, c'est ça qu'il faut vous dire, beaucoup disent, ah ça y est, c'est trop tard Téléperformance, attention. Si vous venez à retracer uniquement la moitié de la baisse de Téléperformance, il faudrait faire encore une performance de 111%. Vous avez le temps. D'accord? Vous avez le temps. Donc maintenant qu'on a effectivement un potentiel, on espère, un signal de retournement de long terme ou un début de signal de retournement de long terme sur Téléperformance, c'est là qu'il faut véritablement s'y intéresser. Ceux qui ont payé là, tant mieux pour eux, mais c'était anticipé, voire très anticipé. Donc une fois que, voilà, on voit que sur le graphique hebdo, c'était mieux, on voit que d'ailleurs, regardez, la moyenne mobile, très intéressant, la moyenne mobile à 200 jours,
qui était baissière depuis le 3 mai. Regardez, elle est même pas encore, elle est juste en train potentiellement de s'aplatir ici. Donc ça, c'est hyper positif. Donc maintenant, moi, ce que je veux, c'est la mise à plat, si vous voulez, la mise à plat de Téléperformance. Ce que je veux, c'est quelque chose comme ça, avec une belle congestion. Et si on a ce genre de phénomène, qu'on l'ait ici, qu'on l'ait là, qu'on l'ait là, on s'en fout. Et ce qu'on veut maintenant, c'est la première pattern, la première figure d'un début de tendance haussière. D'accord? Parce que pour le moment, sur Téléperformance, c'est du rebond technique. D'accord? Regardez, je vous donne un exemple qui ressemble un peu à ça. Regardez, là aussi, nous avions eu quelque chose qui était, si je duplique, voilà, d'accord? On a vu quelque chose qui était assez similaire. Et pour autant, voilà, on n'a pas eu après la seconde pattern que j'aurais aimé avoir, c'est-à-dire cette pattern-là, ici, de construction pour pouvoir ensuite démarrer la tendance. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a encore le temps. Par contre, pour moi, oui, Téléperformance, à partir du moment où je vais vous mettre la moyenne mobile à 10 semaines, voilà, à partir du moment où ça y est, la moyenne mobile à 10 semaines est haussière et qu'on s'installe au-dessus, pour moi, il faut chercher des signaux d'achat avec des stops qui coûtent pas très cher, donc des stops relativement courts. Ok? Voilà, investissement. Moi, je pense que Téléperformance, sur ces niveaux de prix-là, pour un investisseur, c'est intéressant. Voilà, moi, je le pensais déjà aux alentours des 120. On a fait 80 euros. On est à 112 aujourd'hui, donc entre les deux, moi, si vous êtes convaincu par la valeur, et moi je pense que Téléperformance a encore de l'avenir devant elle, moi, je pense que sur ces niveaux-là, 113 euros, alors il ne faut pas faire un all-in, hein, attention, il faut prévoir des renforts, etc. Parce que, voilà, on peut avoir, éventuellement, on pourrait revenir sur des plus bas historiques, hein, ça peut, voilà, derrière, tout est possible, on peut revenir sur les 50, 55, etc. Donc, prévoir au moins un, voire deux renforts. Mais pour moi, une première investisseur, une première position, un tiers de position ici, un tiers de position aux alentours des 75, un tiers de position aux alentours des 50, ça vous ferait un prix, allez, aux alentours des 75 euros. Le plus haut historique, je ne dis pas qu'on va y aller demain matin, mais le plus haut historique est aux alentours des 400. Honnêtement, moi je pense que avoir dans cette construction de portefeuille là et dans cette construction de position là pour un portefeuille long terme, si vous êtes intéressé par Téléperformance, avoir voilà 2, 3, 4, 5% au total de Téléperformance avec un prix moyen aux alentours des 75 euros, moi je pense que pour les 5 ans à venir, c'est pas déconnant. Mais voilà, les fondamentalistes, bien évidemment, pourront penseront le contraire. Bon, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de fondamentalistes qui disaient qu'aux alentours des 400, c'était pas cher, que c'était l'opportunité du siècle, et les mêmes vous disent qu'à 100 euros, c'est trop cher et que c'est fini pour Téléperformance. C'est toujours pareil. C'est toujours assez compliqué, évidemment, de savoir le vrai du faux. Moi, voilà, je sais que vous aimez bien que je me mouille avec, malgré toutes les bêtises que je dis, heureusement vous êtes sympa, vous me le pardonnez dans l'ensemble, mais moi je pense que Téléperformance, voilà, sur ces niveaux de prix-là, avec un prix moyen de 75, c'est pas déconnant d'en avoir un peu dans un portefeuille long terme. Crédit Agricole, donc on en avait pas mal parlé, donc Crédit Agricole là aussi, hein, les bancaires qui se sont relevés, là aussi, hein, le support oblique qui a parfaitement tenu, on est venu faire le rebond, on est venu faire le pullback, on a rebondi encore, là aussi on revient sur les niveaux de résistance, on fait la petite congestion, donc la journée n'est pas finie, mais on fait la petite congestion. Trader, bon, pourquoi pas. Investisseur, pour moi, hein, la zone, pour moi, c'est 12 euros. Voilà. Il y avait une première zone qui était ici. Bon, on l'avait évoqué, aux alentours des 12,70 €. La deuxième zone est ici. Après, voilà, si ça part en cacahuète, on peut toujours donner des zones plus basses. Hein, pourquoi pas la zone des 8. Mais bon, il faudrait quand même beaucoup de conséquences graves à voir, éventuellement. Par contre, BNP Paribas, alors BNP Paribas, j'ai plusieurs zones qui sont intéressantes. BNP Paribas, moi j'ai la zone par contre des 50 euros, donc vous voyez qui est la zone de la moyenne mobile ici mensuelle, qui a fait résistance ici, résistance ici, résistance ici, support là. Donc cette zone ici, deuxième zone, il y a trois zones hein, pour le coup, deuxième zone qui serait aux alentours des 40, 40, 41. D'accord, c'est deux belles zones pour moi pour BNP Paribas. Si vraiment on a un crash, encore une fois, bon, j'y crois pas, mais voilà,
le job, hein, vous le savez, c'est pas de dire est-ce qu'on va avoir un crash ou pas, le job c'est de s'y préparer. Et si effectivement il y en a un, alors là, une opportunité de dingue, pour moi, serait dans la zone ici, hein, entre les 20 et les 27, hein, d'accord? Donc si vraiment à un moment donné, il y a une panique pour une raison que évidemment on ne connaît pas aujourd'hui, cette zone-là, voilà, il ne faudra pas hésiter à outrepasser la peur pour pouvoir payer. D'accord? Donc voilà, pour moi, BNP Paribas, elle n'a pas touché, en tout cas, même en daily, elle n'a pas touché véritablement de zone intéressante. Alten, alors là, pareil, hein, Alten, alors moi, c'est une action que j'adore, Alten, mais pour moi, alors il y a deux zones. La première, elle a été potentiellement touchée. C'était toute cette zone-là, bon, la zone des 4, sous les 100 euros, grosso modo, 96, 97, 100 euros. Mais pour moi, la véritable zone, elle est là. Elle est aux alentours des 85, 86 euros, où là, véritablement, pour un investisseur, il y aura quelque chose, il y aura quelque chose à faire. Ça correspondra certainement à la moyenne mobile mensuelle, etc. Donc voilà. On peut avoir du rebond technique, mais peut-être que derrière, on aura encore une fois un repli pour pouvoir relancer. Voilà pour Alten. Trader, bon, trader, écoutez, trader, si je me mets en daily, si je me mets en daily, trader, hop, ouais, il n'y a pas forcément grand-chose, hein. Il n'y a pas forcément grand-chose, voilà, ouais, à part en très court terme, mais sinon, honnêtement, il y a pas grand-chose. Trigano, alors, elle a rebondi sur la zone qu'on avait indiquée, voilà. La zone qu'on avait indiquée qui est ici, la zone des 109. Donc pour moi, la zone des 109, c'est un premier niveau d'achat intéressant. Mais le deuxième gros niveau d'achat intéressant, pour moi, ce serait à proximité. Donc on verra la vitesse, mais probablement la zone des, je dirais, des 75. Donc je vais me mettre en graphique mensuel, ce sera peut-être plus visible. Voilà. Regardez aussi, là voilà, c'est très intéressant, la moyenne mobile mensuelle qui a fait support ici, et éventuellement qui ferait support là. Donc c'est le test finalement, le retest des plus bas de août 2022, donc sous les 80 euros. Donc pour moi, première zone, on y est, donc intéressant, 110. Deuxième zone, 75-80. Si vous ferez un prix aux alentours des 90, quoi, grosso modo. Donc 90 avec des plus hauts historiques aux alentours des 193. Je dis pas qu'on va y retourner demain matin, bien évidemment, mais quand même, c'est une société de qualité. Et je pense que sur ce niveau de prix-là, pour un investisseur, ça peut être intéressant. Et so, on fait le suivi. Elle a parfaitement rebondi sur le niveau de support qu'on avait indiqué. Il était là. Voilà, il était là. Donc ce niveau de support, support. On a vu le petit marteau. Et derrière, le petit marteau a généré entre les plus bas et les plus hauts une performance quand même de 28%. C'est pas rien, 28% en 6 séances, c'est énorme. Et puis derrière, on avait dit, voilà, ce qu'on attend, c'est la congestion. Et ensuite, on joue éventuellement la cassure de la congestion. Il y a eu une congestion qui a été assez jolie, hein, ici, sur la séance de jeudi et de vendredi. Malheureusement, il y a eu un gap à la hausse, donc pour moi, il ne fallait pas y aller. Maintenant, ce que j'attends, finalement, c'est une construction de figure un petit peu plus importante, peut-être, par là. Voilà, donc on va attendre la fameuse petite figure par là. Et si on a quelque chose comme ça de construit et qu'on a à un moment donné voilà, un niveau horizontal à aller péter, à ce moment-là, la prise de position, comme d'habitude, elle se fait à la cassure. Le stop d'invalidation, comme d'habitude, il se fait sous la petite figure. Et on va chercher quoi? On va chercher le top, comme d'habitude, le top court terme. Hein. Ici, parce que le top long terme, il est très haut. Voilà. Il est enfin très haut. Il est un peu plus haut en tout cas. Il est aux alentours des 244 euros. En termes de valorisation, SO, hein, il y a encore de la marge. Hein, pour moi, c'est encore un dossier qui peut progresser. Edenred qui est toujours dans des difficultés. Edenred qui va se rapprocher petit à petit d'une zone. Alors je vais vous la mettre en hebdo. Ouais. Qui se rapproche donc d'une zone quitte. Donc on avait pour les traders, souvenez-vous, traders, on avait dit cette zone-là qui avait à l'époque fait support, qui avait généré un rebond d'ailleurs de quand même 13%. Derrière, échec quand même. Échec, on revient. Alors pour moi, la première zone investisseur, elle est là, aux alentours des 37. Et la seconde zone, il me semble, alors elle est large. Elle est large, mais c'est toute cette zone-là. Voilà, toute cette zone-là qui se situerait entre les 24 et les 27 euros. Toute cette zone-là, pour du Edenred, ça peut être pas mal. À noter quand même que la dynamique, hein,
pour moi, hein, qui était celle de 2016 avec le support 2020, 2022 et 2024 est cassée. Donc attention, même si on peut avoir à un moment donné du rebond, on risque potentiellement d'avoir besoin de beaucoup plus d'éléments pour Edenred et beaucoup plus de consolidation pour pouvoir éventuellement repartir. D'accord? Et puis faites attention, hein, parce que là aussi sur Edenred, il y a un certain nombre de rumeurs. Vous les retrouverez sur les réseaux sociaux, je ne vais pas m'y étaler, et sur les différents sites d'information boursière. Euh, donc voilà, soyez intelligents sur la taille de position. J'ai jamais été aussi en retard. SMCP. Donc j'accélère. SMCP pour moi c'est toujours baissier. Alors il y a effectivement, voilà, il n'y a rien à faire pour les investisseurs, pour les traders. Donc ce qui était intéressant sur SMCP, je pense qu'elle s'était mise dans de bonnes dispositions dans la construction, mais évidemment ben, les éléments qu'on a eus ont fait tout recasser par le bas. Donc tout est à refaire et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Donc on construit le rebond, il y avait effectivement la congestion, là on joue éventuellement la cassure de la congestion, donc on verra pour du rebond potentiel sur SMCP, si là aussi on a 2-3 jours de congestion pour pouvoir jouer le break, si on repasse au-dessus des 2,05€, on peut avoir un rebond un petit peu plus important. Tout ça est à invalider si on repasse sous les 1,88€ et d'autant plus même du long terme si on repasse sous les 1,80€, faites extrêmement attention. Carbios, c'est une valeur que j'apprécie également. Carbios, là où c'est intéressant sur Carbios, c'est le graphique. Donc il y a le graphique évidemment hebdo, donc on est revenu sur cette zone de support. Ce qui est intéressant également, c'est le graphique journalier, puisqu'on est sur un double élément, c'est-à-dire une zone qui avait fait donc résistance ici, support, support, support. Donc la zone, si vous voulez, j'efface un peu tout ça, la zone est assez propre, c'est vrai. La congestion qui a lieu là pour le moment est pas mal du tout, c'est vrai également. Maintenant, pour moi, on pourrait avoir éventuellement un signal d'achat au-dessus des 22,50 €. Les objectifs seraient de retrouver potentiellement les 25,85 € dans un premier temps. Et ensuite, on verra pour retrouver éventuellement les 28,60 €. Et après, on verra, il y a un gap ici qui a été ouvert, il y a un gap ici qui a été ouvert. On verra. Invalidation, pour moi, si on repasse déjà à très court terme sous les 20,36 € et à plus moyen terme sous les 19,30 €, pour moi, ce sera quand même interprété comme de la faiblesse. Eurofin Scientifique, je ne reviens pas bien évidemment sur les rumeurs. Elle a fait du rebond. Pour moi, c'est pour le moment du rebond technique. Investisseurs, pour moi, c'est une zone, si vous croyez en la valeur, où il faut rentrer une première position. La seconde zone qui sera intéressante, c'est la zone des 24 à 29. J'ai un petit biais sur Eurofin Scientifique, c'est une entreprise que j'ai toujours beaucoup appréciée, enfin que j'aime bien trader parce qu'elle est rapide, etc. Donc voilà, mais voilà, je pense que si vous êtes convaincu par la valeur, quand même avoir un peu d'Eurofin Scientifique dans un portefeuille, à condition de bien le pondérer, à condition d'avoir des zones de renfort, ça peut être intéressant. Trader, j'ai pas eu encore ce que j'attends pour du swing trading, c'est-à-dire toujours pareil, la réduction de la volatilité. Voilà. Si on a là aussi une réduction de la volatilité, qu'on trace une petite asséance, on pourra éventuellement tenter quelque chose. Rémi Cointreau, la première zone d'investissement que vous avez proposée est passée, donc il faut attendre la deuxième maintenant. Donc c'est toujours aussi ce que je dis. Là aussi, les investisseurs, donc, on détermine des zones. D'accord? Et si on détermine plusieurs zones, ça veut dire qu'on sait que la première zone peut ne pas tenir. La première zone qu'on avait proposée, c'était cette zone-là. C'était la zone, grosso modo, je ne sais plus, des 92 à 95, 100, voilà, toute cette zone-là. La deuxième zone, pour moi, de renfort, elle serait à peu près par là. Voilà, toute cette zone ici, donc la zone des 49. Donc si vous avez investi un petit peu ici, allez, on va dire aux alentours des 95, vous avez une deuxième zone de renfort qui est ici. D'accord? Donc pas d'affolement, il ne faut pas renforcer trop vite. C'est pas parce que vous avez acheté ici qu'on descend de 10% que vous devez renforcer tout de suite. Attendez votre deuxième zone. Ça c'est hyper important. N'oubliez pas que vous visez, voilà, quand vous investissez sur Rémi Cointreau en 2025, voire en 2026, c'est pour viser au minimum 2030, 2031, 2032. D'accord? Donc si vous visez un objectif on va dire 2032, c'est-à-dire à 7-8 ans, ouais, 6-7 ans, on va dire, si vous visez un objectif à 180, ben, si vous achetez un petit peu ici, un petit peu là,
Donc vous allez avoir un PRU moyen qui va dire, on va dire, qui va se situer ici. Et derrière, si effectivement, ben, à partir de 2026 ou de 2027, une nouvelle tendance démarre, ben, vous serez bien content, effectivement, d'avoir renforcé ici, d'avoir renforcé là. La suite, on ne la connaît pas. Mais par contre, si vous avez un PRU là, effectivement, ben, là, vous aurez une performance de 127%. Vous voyez, si on vient juste retrouver, j'ai pris un exemple, hein, j'en sais rien, hein, mais vous voyez, c'est tout ça pour dire que n'ayez pas peur, voilà, c'est pas parce que vous avez investi sur une première zone qui n'a pas tenu, c'est pas grave, vous avez toujours un renfort. C'est là aussi où les stratégies diffèrent entre le trader, le swing trader et l'investisseur. Encore une fois, et c'est malheureux sur les réseaux sociaux, on les oppose, on oppose ces profils, mais il ne faut pas les opposer. Je pense même que ce sont des profils complémentaires. Et je pense même que c'est beaucoup moins frustrant pour un investisseur de faire les deux parce que voilà, on peut avoir des stratégies court terme et à côté, on construit aussi un portefeuille long terme, ce qui est très intéressant, bien évidemment, lorsque évidemment on veut développer un patrimoine. Je regarde que je n'ai rien oublié, comme d'habitude, j'en oublie toujours une, vous le savez, vous êtes habitués. Beneteau, ouais, ça fait un moment qu'on me la demande, Beneteau, je crois que c'est Eric qui me la demande depuis un petit moment, donc j'avais promis de lui faire. Bah, il y a deux zones. Beneteau, pour moi, il y a deux zones, on y est sur la première, et la seconde est ici. Voilà. Pour les investisseurs, donc pour moi, très intéressant. Investisseurs, donc première zone, 10 euros, deuxième zone, 5 euros, ça ferait un prix moyen de 7,5 qui serait pas mal pour rejoindre éventuellement des plus hauts. Pour moi, Beneteau, c'est une espèce de range de long terme. Trader, ce qui est pas mal, c'est la réduction de volatilité qu'on constate sur Beneteau, qui est pour le moment ici. Bon, là, à l'époque, on l'avait tradé ici. D'ailleurs, donc là, voilà, on a une petite réduction de la volatilité, pas encore quand même de points d'entrée. Et on verra, voilà, petite bougie d'hésitation. Si on a 2-3 jours comme ça, on pourra éventuellement tenter quelque chose sur Beneteau. J'avance avec Thermador. Tac, 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 tac. Thermador qui est ici. Donc Thermador, pour moi, sur du long terme, on est un peu au milieu de nulle part, d'accord? Donc moi, pour moi, la grosse zone sur Thermador, elle sera ici. Première zone aux alentours des 64. S'il y a un crash, voilà, si véritablement il y a un gros crash, ce qui encore une fois n'est pas mon scénario privilégié, si on a un gros crash, je dois quand même vous dire qu'il y aura une seconde zone. Pour les traders, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. Elle n'est pas évidente à trader d'ailleurs. Elle n'est pas évidente à trader Thermador. Voilà. Pour moi, trader, c'est pas typiquement le genre de valeur qu'il faut tenter. Il n'y a pas un ratio gain-risque qui est hyper élevé. Sword, une superbe valeur de groupe que j'aime beaucoup, mais pour moi, là aussi, on n'a pas touché les zones. Voilà, pour moi, la zone, elle est là. On n'est plus très loin. Hein. On n'est plus très loin, mais pour moi, la zone n'est pas encore véritablement touchée. Hop là, voilà, on va la mettre comme ça. Donc, toute cette zone ici sera une très très belle zone aux alentours des 30 euros. 30 euros, 29 euros, 28 euros, peu importe. Deuxième zone, si vraiment ça part en cacahuète. D'ailleurs, hop, je vais remonter un peu mon alerte. Je vais la mettre sous 30 euros, comme ça sonnera. Voilà, première zone qui est ici, deuxième zone qui est là, ici aux alentours des 20 euros. Voilà. Les deux zones, ça vous ferait un prix aux alentours des 25. Ça serait quand même hyper intéressant. Trader, il n'y a rien à faire. Valorec, donc toujours pareil, je vous fais le suivi, hein, Valorec, zone clé touchée, on voit qu'il y a une réaction. On constate la mise en place de la réduction de la volatilité qui est ici. Alors, il faut évidemment, hein, dans l'idéal, attendre lundi, mais là, vraiment, on a quelque chose qui commence vraiment à être intéressant. Donc, on va voir si éventuellement on arrive à péter la figure par le haut. Ça pourrait être véritablement un signal avec le stop qui se situerait sous les 14 euros. Voilà, idéalement, à mon avis, on aura de la volatilité lundi. Hein, mais si on n'en a pas, si on a la chance la semaine prochaine de ne pas avoir beaucoup de volatilité, si on a la chance d'avoir 2-3 bougies là qui restent par là, à ce moment-là, on voit la cassure et ce sera le signal pour vouer effectivement un nouveau trend haussier. Moi, ça m'intéresse, Valorec, vous le savez. Publicis. Publicis, elle, par contre, pour moi, c'est pas des niveaux d'achat du tout. C'est toutefois, alors, trading, pardon, investissement. Je suis pas sur un gros niveau d'achat. Pour moi, on est loin de la trend. Et pour moi, voilà, pour moi, ici, là, si vous voulez, on est sur une construction de figures intermédiaires. On le voit bien. Lorsqu'on a un plus bas cassé derrière, on a un mouvement.
D'accord? Plus bas cassé, mouvement, plus bas cassé, mouvement. Donc c'est typique d'une figure corrective. D'accord? Donc ça se trade par contre. D'accord? Après, on sait pas combien de temps elle va durer, mais ça se trade. Il faut juste attendre la réduction de la volatilité. Donc si on trace, si on essaie de tracer un petit peu plus proprement peut-être cette figure, on risque a priori de se diriger vers un scénario de figure intermédiaire, voilà, qui pourrait ressembler à ça. Ok? Voilà, qui ressemble d'ailleurs à ça, hein. Donc là, si on arrive en bout de figure, si on arrive à avoir ici un bout de figure pour toucher d'ailleurs la moyenne mobile à 200 jours qui, a priori, elle monterait, voilà, on pourrait avoir véritablement un nouveau signal. Mais ce sera pour du trading. Investisseur, moi, je veux quelque chose de beaucoup plus, voilà, un signal pour beaucoup plus, avec beaucoup plus de correction pour revenir à proximité de la trend. La trend line qui est ici, trendline haussière qui est là. Et là, on aurait potentiellement, là ou là ou là, j'en sais rien, on aurait potentiellement effectivement une opportunité pour moi, pour les long-termistes. Technip Énergie, pareil, on fait le suivi. Toujours pareil, j'essaie de faire un mélange de nouvelles et faire aussi le suivi de d'autres. On avait parlé, toujours pareil, regardez la trendline, là aussi, on en avait parlé. Point d'appui, point d'appui, point d'appui, point d'appui. Derrière, point d'appui ici. Hop, on a le mouvement. C'est parfait, hein, la congestion, tout ce qu'on avait décrit, le scénario est véritablement à la lettre. Idéalement, un repli, congestion pour pouvoir tenter le retour à proximité de la trend ici en rouge. Après, on verra. Chaque fois qu'on se rapproche pour les traders effectivement de la trend, ça peut être une opportunité. Pour les investisseurs, plutôt la zone des 17 à 18 euros et des 14,50 euros à 15 euros. Ok? HelloFresh, c'est en Allemagne. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu d'ailleurs, celle-là. HelloFresh. Alors, j'efface tout. C'est vieux ça. Ouf. Oula, oui, on est revenu sur les plus bas. C'est pas inintéressant ce graphique. Donc on casse les plus bas. Derrière, on voit le rebond. Est-ce qu'il y a d'un point d'entrée? Tiens, ça peut être intéressant. Ouais, on a un graphique qui est en train de tenter un retournement. Un beau biseau descendant. Les volumes, on a on avait une baisse des volumes, là on a une accélération des volumes. Ouais, à suivre, hein. À suivre HelloFresh pour au moins du rebond technique. Donc pour moi, c'est du trading, hein, pas d'investissement. Quoique investissement, peut-être si vous croyez à la valeur, on est quand même sur des niveaux intéressants. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de voir si à nouveau on a une figure intermédiaire. Ou une petite ou une grande, hein. Je veux dire, à un moment donné, voilà, je vais zoomer. Si vous avez ne serait-ce que voilà, ce que j'appelle un inside bar, c'est-à-dire que vous avez à un moment donné, ou un double inside bar encore mieux, vous avez une bougie ici, une autre par exemple ici, et une autre par exemple ici, ou éventuellement un double top ou quelque chose comme ça. Voilà, il y aura peut-être quelque chose à tenter avec un stop assez agressif pour pouvoir jouer une continuité, une continuité du mouvement. D'accord? Voilà. Il y a évidemment hein, ce gap là qui est monstrueux à aller potentiellement chercher. Il est là. Gap. Ok, donc ouais, c'est pas mal, mais c'est plus pour des traders. Nike. Donc je repars aux États-Unis. Alors Nike, euh, j'ai le même avis. Mon avis n'a pas changé sur Nike. Je vous rassure. Donc moi, je vous avais proposé deux zones. Par contre, pour Item, ça fait un moment qu'il ne m'enregistre pas. Bon, c'est pas grave. Donc première zone, elle était ici. Pour moi, voilà, quelqu'un qui a investi une première ligne sur les 90 dollars pardon, sur Nike, c'est très bien. La deuxième zone, pour moi, de renfort, elle est là, grosso modo à peu près. Hein, elle est aux alentours des 60 dollars. Voilà les deux zones. Et je pense que quelqu'un qui investit 90 et 60 dollars, ça ferait un prix, si je ne me trompe pas, aux alentours des 75, à peu près là où nous sommes d'ailleurs. Et bien à ce moment-là, 75 pour un plus haut historique à 178, je pense que ça peut être intéressant. N'oubliez pas qu'on construit une figure sur Nike. Hein. N'oubliez pas ça. Alors, comment elle est cette figure, j'en sais rien, mais on peut avoir ce genre de figure de long terme. C'est une tendance haussière de long terme, Nike, d'accord? Donc, des replis comme ça, il y en a régulièrement, d'accord? Voilà. On a eu un repli de 58%. C'est énorme, mais des replis, il y en a. Ici, vous avez un repli de 43%.
Ici, vous avez eu un repli de 27%. Ici, bon, c'était moins grave, vous avez un repli de 25%. Ici, vous avez un repli de 45%. Et à chaque fois, ça a été acheté. D'ailleurs, là, vous voyez, vous voyez par rapport à notre sujet de échelle logarithmique et échelle linéaire, je vais vous faire, vous allez comprendre, juste configurer cette zone. Décidément, j'aurais fait trop long cette vidéo, mais c'est pas grave, tant pis, vous me pardonnerez. Regardez, ici, on voit mieux en échelle logarithmique que la baisse, elle n'est pas énorme. Regardez. Voilà. On voit finalement que là, en logarithmique, cette baisse-là, elle n'est pas si énorme que ça. Vous voyez, d'ailleurs, j'efface tout. Voilà. Là, quand on voit la baisse ici de Nike, on se dit finalement, c'est pas aussi grave que ce qu'on a connu par le passé. Regardez, ici, on avait connu aussi une baisse de 66%. Voilà. C'est pour ça que pour le long terme, pour évaluer, si vous voulez, pour clôturer le débat sur l'échelle logarithmique ou l'échelle linéaire, euh, pour évaluer, si vous voulez, les hausses ou les baisses sur un titre long terme, pour évaluer, pas pour trader, je pense que par contre, l'échelle logarithmique, elle est très, très intéressante. Allez, je repasse sur mon échelle linéaire et je change de titre puisque je vais sur Microsoft. Microsoft, pour moi, c'est magnifique, il n'y a rien à dire. C'est magnifique, mais voilà, pour moi, on n'est pas sur des niveaux d'opportunité forte. Regardez un mensuel. Donc ça peut continuer, hein, bien évidemment, mais pour moi, on est même légèrement en excès. Voilà, si je duplique mon canal, pour moi, là, on est un petit peu sur un excès. Donc pour moi, Microsoft, éventuellement sur repli. Alors j'adore hein, l'action, hein, donc je suis d'autant plus à l'aise. Mais pour moi, même si on peut continuer, pour moi, il faudrait un repli pour pouvoir jouer quelque chose comme ça. Pas avant, donc zone d'investissement 348, et si vraiment il y a une catastrophe, ce serait les 221. Mais attention, dollars. Mais attention, on est très très éloigné, on est très très éloigné quand même de la moyenne mobile mensuelle, on est à 300% au-dessus de la moyenne mobile 200 mois, donc je trouve que quand même on commence véritablement à être sur des petits niveaux d'excès au niveau de Microsoft. Shopify, plus intéressante, Shopify, plus d'intéressante, voilà, puisque là, véritablement, voilà, on avait la grosse baisse, on a eu la relance, correction, relance, correction, et là, on est en train d'essayer de relancer, là où c'est intéressant. C'est le graphique, hop, je nettoie tout ça, c'est le graphique journalier pour du trading, puisque là, en effet, si on trace une petite oblique, voilà, on est effectivement sur une superbe zone de support oblique, donc on a fait le rebond, et là, on fait quand même une belle congestion. Donc pour moi, hein, véritablement, un setup qui pourrait être intéressant à trader, il y a un double top au-dessus des 67,18 $. Le stop loss d'invalidation, il sera aux alentours des 61 $. Premier objectif, c'est de venir combler tout ou partie du moyen du gap. Allez, on va dire ici. Donc en termes de ratio gain-risque, c'est pas si mal que ça. Il y a le gap ici. Et ensuite, vous avez également un second gap ici à aller chercher ici. Donc en deuxième objectif, l'entrée de gap et éventuellement la fermeture. Voilà. Et après, une dernière position pour éventuellement jouer effectivement la tendance de long terme. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur Shopify. Visa qui m'a été demandé plusieurs fois, j'avais promis de la faire. Visa pour moi c'est une tendance bien évidemment haussière, mais là également, voilà, si on trace un petit peu des canaux, je ne suis pas acheteur. Pour moi, ces zones-là, je ne dis pas que voilà, elle ne peut pas continuer à progresser, mais pour moi, ces zones-là, ici, voilà, c'est plutôt des zones de vente, donc du moins des zones où il faut faire attention. Et en revanche, les bas de canaux sont plutôt des zones d'opportunité. Ok? Hop, voilà. Ok? Donc pour moi, Visa, c'est un titre qui m'intéresse beaucoup, mais je ne suis pas sur une zone d'opportunité et je préférerais avoir quelque chose qui ressemble à ça pour pouvoir investir. Donc pour moi, Visa, plutôt sur les 240 et en cas de crash, véritablement un renfort sous les 180 $. Tesla, je suis tellement heureux pour Tesla parce que véritablement, elle nous a validé tout ce qu'on avait indiqué. Je vais faire le ménage maintenant parce que ça commence à, voilà, pour ceux qui ont suivi véritablement l'aventure Tesla, là aussi, voilà,
Je me souviens, lorsqu'on était là, le point bas. Derrière, la poussée, on avait dit congestion, la poussée, congestion. On avait dit l'objectif, c'est de revenir aux alentours des 230, ce qu'on a fait. Et maintenant, quelle est la suite pour Tesla? Ben, quelle est la suite? Moi, maintenant, j'attends en fait une nouvelle figure intermédiaire. C'est elle qui va nous dire si véritablement on a relancé la tendance. Alors, c'est pareil, hein. Tesla, c'est toujours très drôle. Les fondamentalistes nous expliquaient à 400 dollars en 2021 que c'était pas cher. Puis nous ont expliqué en avril 2024 que ça valait rien. Et je pense qu'ils vont pas tarder à revenir dès qu'on va repasser au-dessus des 300 dollars. Ils vont pas tarder à revenir à l'achat. Ce qui va être intéressant pour moi, c'est véritablement si voilà, on a quelque chose comme ça qui se dessine. Et là, à ce moment-là, on aura à nouveau un signal d'achat. Donc pour moi, tant qu'on tient, vous voyez, il y a ce gap qui est intéressant pour moi, qui est véritablement pour moi un gap de force. Tant que ce gap, tant qu'on tient la moyenne mobile à 200 jours et tant qu'on tient ce gap, donc tant qu'on tient les 205 dollars, pour moi, c'est positif pour le titre Tesla. Et enfin, le titre à suivre, et j'en terminerai là, c'est Signify. C'est un titre qui cote à Amsterdam, c'est un titre qui est baissier, alors haussier plutôt sur le long terme. Mais ce qui est intéressant sur Signify, c'est que effectivement, voilà, on revient sur un niveau, pour moi, un niveau assez intéressant. Pour le moment, il y a des réactions. En journalier, il y a eu effectivement une belle congestion. Voilà, au-dessus de ce niveau-là. Je vais le mettre en noir. Voilà. Donc, ce que je vais surveiller sur Signify, c'est si éventuellement on a un repli par là et si on a une congestion pour pouvoir jouer quelque chose et éventuellement une nouvelle tendance. C'est pas une conviction très forte non plus, mais bon, en ce moment c'est compliqué. Et évidemment, tout ceci sera, pour moi, on laissera tomber si on repasse sous les 22,83 €. Voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est vous l'avez vu, hein, il y a l'oblique ici qui a été cassé. Donc on pourrait avoir voilà, une dynamique qui pourrait être intéressante à l'avenir pour Signify. Regardez cette oblique ici. Hop, support, résistance, pardon, résistance. Là derrière, la congestion, on casse. Si on a un retour et qu'on construit la petite figure pour éventuellement relancer, et il y a de la place véritablement. On voit la moyenne mobile ici à 200 jours également qui s'est mise à plat. Donc pour du moyen long terme, alors c'est peut-être pas pour lundi, hein, mais pour du moyen long terme, ça peut être intéressant. Pour rappel, je serai absent en début de semaine prochaine. J'essaierai quand même de suivre, mais je ne pourrai pas vous publier des graphiques. Voilà, encore merci bien évidemment pour le nombre incalculable de messages que vous m'avez envoyés. Merci pour votre politesse véritablement et votre gentillesse parce que c'est extrêmement agréable de voir que malgré la nervosité de ce monde-là et la violence de ce monde-là, eh bien effectivement la communauté du trading francophone, elle se porte extrêmement bien et que on a pour l'immense majorité du temps affaire à des gens qui sont intelligent, bienveillant, instruit, poli, agréable. Et donc, je trouve que, bien évidemment, il faut s'en féliciter. Donc, félicitons-nous. Je vous souhaite bien évidemment un beau week-end. Soyez sages. Et puis, si tout va bien, on se retrouve avec joie le week-end prochain. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bye.